Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 janvier. Eh bien, nous aurons donc la météo dans un tout petit moment avec Mina Habed, mais aussi donc plusieurs rubriques que vous attendez chaque jeudi matin, à savoir la rubrique de Haïda Mchri, psychologie. Aujourd'hui, elle nous parlera des nouveau-nés. Et oui, les nouveau-nés de cette nouvelle année 2022. C'est très important de pouvoir en parler, de les situer aussi dans l'espace et surtout dans la famille, le cocon familial. Il y a un slogan qui est donc signé par l'UNICEF qui dit les premiers moments comptent. Et bien sûr, Aïda va nous décortiquer toute cette phrase pour nous expliquer l'importance du nouveau-né dans une famille. Et nous aurons également la rubrique littérature avec Jawdet Gessouma. Il viendra nous parler d'un globetrotter qui a fait donc le tour du monde. C'est un Algérien, Karim Soumati. Il a voulu donc raconter tout cela dans un livre et il va nous le raconter à travers le récit, le tour du monde d'un jeune Algérien. Il va nous le raconter tout à l'heure dans sa rubrique. Et nous aurons également un autre genre aussi de passion, c'est l'hypnose. Et oui, c'est une nouvelle pratique qui fait son apparition partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas aussi un tour donc de spectacle, c'est pas un spectacle comme beaucoup veulent aussi l'utiliser. Ça peut aussi sauver des vies et intéresser beaucoup donc de spécialistes. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes font des formations dans l'hypnose pour essayer de calmer, essayer de soigner certains maux. Eh bien, c'est ce que va faire notre invité Walid Messili qui lui a fait le tour du monde à travers bien sûr sa formation. Il sera là pour nous en parler en détail. On terminera l'émission avec Amir Nebesh. Il viendra nous parler d'un grand monsieur qui a tiré sa révérence hier. Il s'agit de Mohamed Hilmi, Allah yarhamou. Il a suivi son frère. Donc c'était lui donc le frère aîné qui a donc insufflé cet amour pour le spectacle, la scène. Lui qui était donc metteur en scène et aussi auteur de sketchs, nombreux sketchs qui nous ont fait tellement rire et surtout les générations passées, nos parents surtout, qui a marqué par sa présence, son travail, sa ténacité bien sûr. On en parlera à travers le témoignage qui rapportera pour nous Amir Nebesh et surtout le reportage qu'il lui a consacré. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Tout de suite, c'est la météo avec Mina Habed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, Mina Habed, on se retrouve d'habitude, on est sur le même, enfin très rarement sur le même plateau. On est plutôt ensemble les week-ends. Les week-ends, voilà, oui, voilà. En régie. Exactement. Comment ça va, Ça Mina? fait plaisir, ça va. Très bien, vous débutez l'année en forme? Oui, toujours. Oui. Avec de bonnes nouvelles puisqu'il y a de la pluie. Oui. Hier pluie, déjà je taquinais le Fariel. Retour des pluies. Oui, Tout oui, à oui. fait. Très, très Alors bonne la nouvelle. neige aussi. La neige aussi sur les hauteurs, ouais. Très bien. Donc il faudra faire attention, bien Il entendu. faudra faire attention, exactement. Même sur les régions intérieures, même sur les côtes, il faudra faire attention. Faut être très prudent sur les routes. Oui, Conduire doucement, voilà. c'est très bien. Donc vous allez nous donner tout le bulletin ce matin. Avec Allez-y, plaisir, je on vais vous essayer. écoute. Allez-y. Merci beaucoup, bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, un ciel assez nuageux, même parfois couvert, notamment vers les côtes centre et est avec des pluies tout au long de cette journée. Sur l'ensemble des régions côtières, de la neige sur les régions intérieures, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Sur les régions sahariennes, on notera des passages nuageux avec possibilité de quelques faibles pluies, notamment sur la Saoura, des nuages sur le Nord Sahara et les oasis, et puis un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili et le Sahara central. À noter également de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud, le Sahara central, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une baisse, une très grande baisse du mercure, notamment sur les régions intérieures, avec 5 degrés à Al-Bayt Nahama, on notera 7 du côté de Tiaret, 12 degrés seulement à Alger, 14 Tizi Ouzou ainsi qu'à Constantine, on notera 13 degrés à Oran, 13 également à Béchar, 11 seulement à Gardaya, 15 Hassim Saoud, 20 degrés à Ilizi, 17 Tamarasset, Janet, 20 degrés à Adrar et Il Salah, et enfin 26 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite
À l'état de la mer pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer agitée hein, sur l'ouest du pays, peu agitée sur le centre et l'est, avec des vents entre 30 et 50 km/h, à l'ouest et au centre entre 20 et 30 km/h vers la partie est. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Qui pourrait s'aventurer, aller à la plage? Un temps pareil? Certaines personnes, hein, Bon, les pêcheurs, c'est très important. Pour, bien oui, sûr, non, non. Pour ceux les qui pêcheurs, naviguent, oui, hein, c'est important. Il y a des ça métiers, va, bien pas trop entendu, de de la mer. vent, c'est parfait. Restez Bon, prudents parfait, quand non, même. mais Ouais. Et sur la route, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas vu par la fenêtre, il fait frisquer. Et bien sûr, beaucoup de pluie. Donc faites attention, les chaussées sont glissantes. exactement. Et couvrez-vous bien. Couvrez-vous. Et comme vous l'avez dit, sur les hauteurs, il va y avoir de la neige. De Il y la a déjà de la Il neige. y a déjà de la neige et ça D'accord. va continuer encore aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Merci Mina. Amel. Bonne journée. Également. On embrasse qui? On embrasse Amel, Haribi. Oui, Ah. Amel. On lui dit prends rétablissement, on embrasse Mariam également et tous ceux oui. qui sont malades. Donc j'espère qu'ils seront très bientôt parmi nous. Yazid aussi qui nous regarde, qui nous suit, bien entendu. Allez, on vous dit bonne journée. Bonne journée. On va suivre ensemble un beau reportage. Avec C'est plaisir. l'arrivée des nouveau-nés. C'est pour cette nouvelle année. Notre journaliste Fari El-Hamdi est allé au premier jour, bien sûr, le 1er janvier 2022, a pu voir les naissances, les nouveau-nés qui viennent tout juste de naître. Et bien entendu, ils sont prêts à affronter cette vie qui nous attend à tous. Regardez, on se retrouve juste après. En bonne santé, alhamdoulilah. Avec Aïda Mchri, bien entendu. On va le retrouver dans un tout petit moment. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la thématique de Aïda tournera autour donc de la naissance et surtout l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille, une fratrie. Et pour certains, c'est donc leur premier bébé. Et bien entendu, beaucoup de travail tournera autour de cela. Aujourd'hui, donc Aïda va essayer donc de décortiquer tout cela et essayer donc de nous expliquer comment faire face à une nouvelle naissance, surtout que c'est très important. Alors, je pense qu'on va revoir le sujet. Voilà, une petite boucle et on se retrouve juste après.
De retour sur le plateau, on a pu donc, dans un moment, on verra donc le reportage avec les nouveau-nés. Elle est là, elle est en place, c'est Aïda Mchri. Bonjour Aïda. Bonjour, Amel. Meilleurs vœux. كل عام وانت بخير. Voilà, t'es prêt avec Je vous plein de remercie. souhaits, de bonne santé, de joie et de Inch'Allah. toujours travailler ensemble. Inch'Allah. Avec, voilà. Voilà. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, vous avez choisi une thématique aussi très intéressante. Nouvelle année, nouvelle arrivée, nouvelle naissance, c'est Oui, ça? oui, voilà. Travailler, accompagner, écouter ces mamans et puis vivre ces moments précieux qui sont ces moments inoubliables. Voilà, que chaque famille, chaque naissance dans le cycle de vie marque la présence de chacun de nous. Voilà. Mais avant ça, avant vraiment de partager avec vous cette thématique, je tiens aussi à souligner un tout petit peu l'événement qui a été organisé et puis chapeauté par Madame la déléguée nationale de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Au niveau de la wilaya de Tlemcen, moi je souligne un tout petit peu tout le travail qui se fait dans justement l'accompagnement de ces enfants. Les premiers moments comptent comme slogan, mais aussi l'accompagnement des droits de l'enfant aussi, c'est quelque chose de très précieux. Je tiens à remercier Monsieur Louali, Amoumen Marmouri qui nous a bien accompagné, accueilli Cette opération. voilà qui était l'organisation d'une journée nationale autour des droits de l'enfant dans la législation algérienne, mais aussi organisée par le tribunal administratif de la wilaya de Tlemcen, avec en présence tout le staff et les cadres de la wilaya, mais aussi en collaboration avec l'organe national à travers les communications, la présence des experts aussi dans différents domaines qui ont contribué, travaillé, mais surtout qui ont visité, accompagné ces petits ateliers de ces petits bambins dans différentes tâches, moi je dirais des ateliers de l'art, la petite enfance, ils étaient présents les petits avec, je dirais avec Les yeux grands, non, ouverts. pas les yeux, pas uniquement avec les yeux innocents des bébés, mais c'était avec Chiddet Lemseniya qui fait partie aussi du patrimoine et qui fait partie aussi reconnu par l'UNESCO, voilà, qui Patrimoine était mondial. la fierté de la wilaya, mais aussi voilà, je tiens à remercier aussi Madame Anissa Nedjari qui nous a accompagnés, expliqué un tout petit peu toute l'organisation de ces petits ateliers et elle était un peu notre guide, mais aussi l'image de la wilaya qui nous a présenté cette partie culturelle extrêmement riche. Voilà. Et c'était aussi par rapport à nous une richesse, une découverte, étant donné qu'on travaille et qu'on organise la caravane de la santé mentale pour l'enfant. Voilà qu'à travers ces vécus dans les différentes wilayas, on a pu vivre la spécificité de l'enfant algérien dans chaque région. Et voilà qu'aujourd'hui, entre Maaskar, Tayert, Djelfa, prochainement, Inch'Allah, dans d'autres wilayas, on commence à accompagner justement ces enfants pour sensibiliser, revenir à parler de ces droits de l'enfant. Et puis voilà que aujourd'hui on s'arrête dans ces premiers moments qui comptent énormément. Alors, vous avez sillonné quelques wilayas d'Algérie pour sensibiliser et faire un constat aussi des lieux, surtout rappeler l'importance des droits de l'enfant. Alors, ça commence dès le premier jour, hein, l'enfant est protégé dès son premier jour, il ouvre les yeux de sa déjà. Maman. Permettez-moi de dire que c'est dans le ventre qui parle de l'enfant, parle automatiquement d'une maman qui est bien prise en charge, une maman équilibrée qui vit un bien-être, l'offre à son bébé. C'est pour ça qu'il faut aider, soutenir, permettre à cette maman de pouvoir offrir à ce bébé tout le cadre de protection qu'il faut. Le cerveau du bébé, dans toutes les études, voilà qu'il est l'avenir de l'existence, comment on peut vraiment l'accompagner, le protéger, comment on peut vraiment le nourrir dans l'aliment qui est un premier droit, le droit à l'existence, à la vie, à la survie et au développement, mais qui fait partie aussi des principes fondamentaux de la Convention des droits de l'enfant, que l'Algérie a ratifié, que parmi les premiers pays à ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais voilà qu'aujourd'hui, il faut revenir à ces textes de loi pour leur expliquer l'utilité, pourquoi on fait autant pour protéger. Un enfant, vous savez, la naissance, c'est un moment précieux. Chaque maman peut le vivre différemment dans son vécu, dans son contexte familial, dans sa santé aussi, dans tout le
le staff médical, ça veut dire dans les contextes, on peut retrouver des enfants à risque dans la naissance, bien là sûr. où il faut vraiment penser à les aider, à les protéger, à les sauver, à réparer un tout petit peu pour permettre à ses parents d'abord d'accepter, c'est en dehors de tout ce qui peut être psychologique dans le C'est vécu, ça. on parle de cette partie réparation dans laquelle on peut accepter notre différence. Voilà. La naissance, elle n'est jamais, vous savez que les mamans dans C'est les... pas simple pour beaucoup. Donc on salue justement par la même occasion le personnel médical qui fait un effort considérable Absolument, pour essayer d'accompagner justement toutes ces mamans à pouvoir aussi enfanter dans de très bonnes conditions et surtout les protéger. Alors on salue aussi certaines compétences, hein, surtout qui sont Absolument. acharnées pour la survie justement des nourrissons. Absolument. Et qui se battent. C'est des professionnels qui sauvent des vies, ils Oui. sont là dans des C'est moments précieux, mais aussi voilà que l'expérience, étant donné qu'on parle un peu de cette catégorie, permettez-moi aussi de remercier et de saluer ces professionnels qui travaillent dans l'unique centre de neurodéveloppement qui se trouve à Baba Hassan, là où il regroupe tous ces professionnels autour de la petite enfance, 0-3 ans, qui s'occupent un tout petit peu de ces enfants à risque pour pouvoir vraiment les aider à mieux se développer. Voilà, mais vous savez, si je reviens à ma casquette et à mon contexte, je dirais, la grossesse en elle-même, c'est un rêve. Vous savez, la maman, quand elle est enceinte, quand elle vit cette belle expérience, elle est dans l'imaginaire de ce qu'elle peut donner dans ce monde. Et puis, voilà que entre l'enfant réel et l'enfant imaginaire, il y a toute une... Ça balance, vous savez, ça Tout à bascule. fait. Et puis, voilà. Tout un changement dans la vie de la maman, pas que, et dans la famille aussi, tout un bouleversement. Alors, on va revoir le sujet qu'on a pu lancer Très tout bien. à l'heure. On revoit à travers donc ces images de nourrissons, tout nouvellement nés. Donc, regardez, c'est un sujet.
arrivée, de votre présence avec nous, avec nos enfants, avec nos bébés, avec les derniers bébés de l'année 2021 et les bébés de l'année 2022. Et je souhaite la paix et la paix et la paix pour nous toutes et tous. À l'occasion de l'année 2022 et au nom du professionnel de la santé de Mustapha et de la maternité, précisément maternité, on souhaite aux Algériens et Algériennes meilleurs vœux, beaucoup de santé, surtout beaucoup de continuité dans leurs travaux. Et au nom des sages-femmes, on vous présente la première naissance, bien sûr. C'est un garçon en bonne santé. La prestation a été meilleure. Et c'est le premier accouchement vers les coups de 9 heures, le 1er 2022. Et c'est un garçon. Voilà. Souhaite longue vie à tous ces nouveaux-nés et surtout une belle vie, surtout c'est très important. Alors vous le disiez tout à l'heure, la protection bien sûr de l'enfance commence par les droits de l'enfance et surtout avec tout ce qui va avec, le droit aussi à la vie et surtout survie oui. et au développement. Oui, Développement. l'allaitement aussi fait partie. Absolument, le lait maternel, combien que c'est très important dans la relation, ça nourrit l'attachement. Vous savez, la femme, la maman n'est pas forcément mère quand elle enfante un bébé. Oui. C'est le bébé qui fait d'elle dans un moment une maman. Donc le statut maman, elle l'acquiert juste après. À travers son bébé. C'est lui qui va lui apprendre à être mère. Ce n'est pas forcément une mère biologique, n'est pas forcément une vraie maman qui aura la patience, la manière, l'amour. De donner de l'amour, Absolument. l'affection et surtout élever son enfant aussi dans de bonnes conditions. Alors on salue aussi tout le personnel, encore une fois, médical de l'hôpital Mustapha. Je sais qu'il y a une unité aussi très spéciale, c'est néonatologie avec professeur Le Ben. On l'avait donc rencontré, on l'avait fait un reportage avec eux. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'il y a donc des enfants qui sont encore pas arrivés à terme, donc il faut absolument les protéger. Donc tout ça, c'est saluer tout le personnel médical qui veille à cela. Soigneusement dans ces moments précieux qui sont vraiment très 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 importants dans la relation, dans la vie de l'enfant. Ça c'est la maman aussi. Alors commence au premier jour de naissance, ça s'accélère, plein de changements dans la vie donc d'une famille. C'est une hypersensibilité qui s'installe pour la simple raison, c'est différent dans la qualité de sommeil, dans la relation, dans le soin, dans l'inquiétude de cette maman. Et puis c'est important de pouvoir expliquer, accompagner ces mamans pour leur expliquer ce que c'est un tout petit peu normal pour pouvoir vraiment trouver, ajuster le bon rythme. C'est comme le bon stress. Vous savez, on ne peut pas passer un examen si on n'a pas cette peur qui tremble quelque part. Si on est indifférent, forcément, on ne saura pas vraiment réviser, courir, donner l'attention qu'il faut, canaliser notre attention. C'est pour ça que probablement que c'est très important de souligner combien c'est pénible pour la maman. Et souvent, vous savez, ce sont dans ces moments que les couples explosent et divorcent parce qu'il y a un tiraillement dans ces moments difficiles, là où probablement les partenaires, les familles ne comprennent pas à quel point les mamans elles-mêmes, les femmes elles-mêmes ne comprennent pas, souffrent, ne savent pas combien que c'est très très important d'abord de gérer tout ce qui était imaginaire et réel. Un bébé, on peut le rêver le plus beau, le meilleur, avec des cheveux, avec un caractère, avec un sourire, avec des mains, bras. Et voilà que dans la réalité, probablement qu'on va trouver un autre bébé qui ne répond pas à notre imaginaire. Entre le réel et l'imaginaire, il y a toujours un grand travail dans lequel on fait... Les mamans surtout, et les pères, vous savez, c'est les parents, les plus proches, font un travail pour retrouver un peu, reprendre les pieds sur terre, pour voir les choses de près. Un enfant différent, un enfant qui n'a pas probablement la même image imaginaire, ils vont chercher un tout petit peu tout ce qui ressemble dans les traits
caractère. Et puis voilà, dans les émotions. Ça, c'est quand l'enfant va très bien et quand il y a des cas où l'enfant a peut-être des problèmes de santé, Absolument. des difficultés, un handicap. Donc il va falloir faire face à deux nouvelles, c'est-à-dire l'arrivée du bébé et l'arrivée aussi avec de complications aussi quelquefois. C'est pour ça que l'annonce, elle fait partie un peu de ce diagnostic. Les professionnels le savent très bien, mais aussi cette parole, comment on peut vraiment accompagner la maman pour lui glisser l'information, les informations médicaux, mais aussi l'information juste pour la rassurer, mais aussi inviter les parents à faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment réparer, accepter et vraiment vivre ce moment. Et c'est pour ça que, voilà, que on parle, vous savez, dans les familles traditionnelles, dans notre culture, on a appris avec nos grands-mères qu'il y avait des rituels comme ça, celles qui aidaient à couvrir l'enfant, le nourrir, le soigner à travers des rituels de famille. C'était la grand-mère? C'était la grand-mère, les grandes personnes, je dirais la tante, voilà, la belle-mère. Il y avait toujours quelqu'un qui pouvait souligner par son expérience. Qui avait de l'expérience. C'était cette expérience qui donnait les premiers pas. Moi, dans chaque famille, écoutez, il y a toujours une personne ressource qui va essayer déjà de rassurer la maman qui sort d'une expérience difficile. Mais voilà, mettre au monde un bébé, ça passe pas comme ça par une expérience. C'est vraiment un moment très précieux dans lequel la maman peut vivre une douleur, une souffrance, mais aussi le bonheur, le plaisir de donner vie à un bébé avec son regard, avec son corps. Voilà, quand on regarde, la réalisatrice nous disait tout à l'heure, la main, les petits pieds, voilà, nous marquent à vie, combien que c'est petit, minutieux, beau. Et je crois que tout ce travail de plaisir et d'accompagnement fait que si on a perdu ce contexte familial traditionnel pour le faire, il ne faut pas oublier que la maman d'aujourd'hui, qui travaille, qui court, qui est solitaire, qui n'a pas de soutien. Aujourd'hui, les mêmes réflexes, les mêmes donc repères, les générations savaient y faire. Ça restait dans la famille, la maman restait aussi quelques jours, elle était choyée, préparée, nourrie, etc. Et accompagnée. On l'aidait énormément. Aujourd'hui, la maman se retrouve quelque part seule aussi, très vite. S'il y a d'autres frères et sœurs, il faut aussi s'en occuper. Oui. C'est pour ça que l'étayage, la présence devient un peu notre devoir. On sensibilise à l'allaitement, à cette énergie, à cette force pour pouvoir lui offrir le bien-être pour être une maman suffisamment bonne. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise mère, il n'y a pas de mère parfaite qui saura tout lire à la baguette, mais il y a une maman suffisamment bonne qu'il faut vraiment aider et puis lui permettre de donner ce qu'elle veut. Alors il y a des réactions en régie, comme nous le disait notre réalisatrice Souhed, il y avait Rabhinium et puis il y avait le hammam avec les fleurs. Ben oui, attendez. Aujourd'hui ça a changé tout ça. Ces rituels donnent le statut, c'est ce qui ramasse un tout petit peu et puis offre à la femme le statut de mère qui lui permet d'avoir cette casquette. Qui lui permettait de se préparer à ce statut de mère. Absolument. Voilà, on a pu faire le tour aujourd'hui donc, de ces nouveau-nés, l'arrivée des bébés dans une famille. En tout cas, c'est de bonne augure avec cette nouvelle année, Inch'Allah. Santé et prospérité à toutes ces familles, ces bébés, bien entendu. Aïda, c'est toujours un plaisir de vous recevoir le jeudi matin pour cette thématique encore une fois. En tout cas, jeudi prochain, on se donne rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite à suivre et rester dans cette même thématique. Cette fois-ci, Lamia Bedbouda, notre journaliste, s'est intéressée à un centre qui fait donc un accompagnement, qui offre un accompagnement aux mamans qui attendent un enfant. Regardez, c'est un reportage. On se retrouve juste après. Ne dit-on pas que l'union fait la force? C'est d'autant plus vrai pour ces deux médecins, Shehinez Bouhazza et Amel Ouedi. Une fois leur diplôme en poche, elles penseront à mettre en place un projet qui aura pour but le bien-être et l'accompagnement des futures mamans. Et c'est ainsi que naîtra l'avenue des mamans. Avec ma collègue qui est aussi médecin, nous avons l'habitude de voir les femmes enceintes quand elles viennent à l'hôpital et franchement ça nous a fait mal au cœur que cette femme ne sache pas ce que c'est qu'une grossesse, ne sache pas comment pousser, comment faire diminuer ses contractions, la douleur. Donc elle était vraiment stressée et elle ne faisait pas face en fait à cet événement qui est tout nouveau pour elle. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer un endroit vraiment où elle serait à l'aise, où elle serait vraiment comme dans
une bulle où elle viendrait se détendre, poser ses questions, apprendre vraiment ces modifications qui touchent son corps en fait, et ce changement d'une simple femme à une future maman. Un centre qui accompagne la future maman ou le couple pour une préparation à l'accouchement. Un moment si particulier qu'elle voudrait le vivre pleinement et sereinement. Exercices de respiration et de relaxation, techniques pratiques de gestion de la douleur, le programme est bien ficelé. C'est un programme qui dure 2 mois et demi. Donc c'est un programme qui est assez complet. Donc on a la psychologue, la sage-femme. Alors la sage-femme, elle a fait elle a fait 25 ans de service ici en Algérie. Et elle a fait aussi des formations de préparation à l'accouchement en France. Surtout, elle est spécialisée dans la méthode Bonaparte. Donc, surtout, c'est l'accouchement sans douleur. On a aussi nos médecins généralistes qui font aussi la préparation à l'accouchement. Donc, il y a plusieurs intervenants. Le programme est très varié. Le lieu est équipé d'un jardin propice à la rêverie et à la détente. Une piscine est également mise à votre disposition pour des exercices de respiration et de détente liés à l'accouchement. Ce qu'on fait, c'est des séances de préparation à l'accouchement dans l'eau avec une coach spéciale femme enceinte. Il faut savoir que la natation et l'eau, c'est le meilleur allié de la femme enceinte en fait. Ça aide à alléger la lourdeur de la femme enceinte, à diminuer les douleurs du dos, les contractions qu'il y a au niveau du ventre. Donc c'est un exercice qui est complètement sécurisé. À partir de 4 mois, elle peut facilement y accéder chez nous. Et puis voilà, on fait des séances de préparation, de relaxation, quelques mouvements justement pour aider cette femme enceinte à vivre mieux son accouchement et sa grossesse. L'équipe propose aussi d'accompagner les mamans sur d'autres registres comme l'allaitement, la nutrition, le baby shower ainsi qu'un shooting photo. Ce centre vous accompagne dans ces moments exceptionnels et répond à toutes vos questions. De retour sur le plateau, eh bien, nous allons parler littérature à présent avec Djawdet Gessouma. Il revient comme chaque jeudi matin. On a toujours plaisir à le recevoir. Jeudi dernier, vous étiez absent, ça nous a fait de la peine, vous n'étiez pas là. On n'a pas pu débattre autour d'un beau livre. Des impondérables. Ah, ben voilà. Mais vous êtes toujours présent quand on vous appelle, à chaque occasion, bien entendu. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous faire découvrir un bel ouvrage, encore une fois, comme chaque fois. Cette fois-ci, un Algérien qui fait le tour donc, du monde. Rien que ça. Un Globetrotters. Voilà. Mais oui, avant. Voilà, juste avant, un petit hommage à un cher disparu qui s'appelle Bstani Moqdad, dit Ja'far, affectueusement appelé Ja'far, qui était professeur aux Beaux-Arts et ensuite qui s'est dirigé vers la France à la fin des années 80. Donc, il est né le 30 mai 1941 à Chebli, près de Blida. Il a été diplômé des Beaux-Arts d'Alger en art traditionnel entre 64 et 69. Donc, Moqdad Bstani a été aussi diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Alger en art plastique entre 1970 et 1973. Et il a été aussi professeur de technique de la peinture. J'ai eu à bénéficier de ces lumières à l'ESBA à la fin des années 80. Donc ensuite, il s'est dirigé en France et là, il nous a quittés avant-hier. Il sera enterré aujourd'hui au cimetière Raspail. Et donc là, on présente nos condoléances à sa famille et avec vraiment nos regrets parce que c'était un personnage qui avait beaucoup de lumière d'ailleurs. Vous me disiez, voilà, on le voit à l'image. Voilà, donc et donc toutes nos condoléances à sa famille et à la famille aussi des artistes. Des artistes qui l'ont connu, qui l'ont approché. Et qui l'ont apprécié. Voilà. Tout comme vous. C'était votre professeur, Radia Boulmali. Tout à fait. Donc voilà, petit scoop pour nos amis téléspectateurs. Voilà. Donc vraiment, c'est avec regret, parce qu'un personnage très sympathique, très. C'est triste. Voilà, c'est toujours triste, comme Mohamed Hilmi d'ailleurs qui nous a quittés. On va en parler d'ailleurs dans cette émission aujourd'hui. Voilà. Et oui, la vie aujourd'hui. Donc la vie continue et nos pérégrinations livresques, littéraires aussi continuent. Et là, je vais juste vous proposer une petite chose. On n'a pas le droit de dire truc à la télé. Oui. Donc une petite chose.
un petit voyage, quasiment, si vous voulez bien, le tour du monde en 430 pages. Voilà, seulement. Donc, c'est seulement, magnifique. voilà. Alors, ça lui a pris quand même 3 ans. Oui, de 69 à 1972. Il s'agit donc de Karim Soumati, qui est un jeune Algérien et qui nous présente un texte sur 430 pages. Rien que ça. Rien que ça. Il a commencé à... C'est-à-dire qu'il a décidé de faire le tour du monde. Donc, je rappelle qu'on est en... Donc, le livre est préfacé par le superbe anthropologue Youssef Nassib. Alors, vraiment, moi, je trouve que Youssef Nassib, déjà, en soi, est un personnage hors du commun. Parce qu'il nous éclaire vraiment sur nos traditions, sur comment fonctionne l'Algérie. C'est vraiment, vraiment un personnage hors pair qui, pour moi, est vraiment l'incarnation d'un nouveau mamrisme, si on peut dire ça. On a eu la chance donc de le rencontrer. Voilà, vraiment, Youssef Nassib, c'est un de ces personnages, justement, qui nous apporte aussi la lumière, comme je disais tout à l'heure. Il a pu éclairer, d'ailleurs, Voilà. Et donc, il préface ce livre. Et ce livre devient une expérience donc anthropologique, sociologique, historique, où Karim Soumati est un agent administratif. Donc je rappelle qu'on est en plein dans les années... Enfin, on reconnaît la photo d'ailleurs, hein, on voit le style, on reconnaît un petit peu. Voilà, déjà ça nous donne une les idée sacs à avec dos. Les sacs à dos, Voilà. des sacs à dos qui datent des années 30, je rappelle. Et puis aussi les drapeaux qui parsèment son voyage, enfin, ses vêtements. Et donc le premier drapeau, qui est le drapeau algérien, lui, il est béni un peu de ce nationalisme. On vient de sortir de la guerre, on est sur l'indépendance. Lui, il a vécu une vie aigre-douce, c'est-à-dire qu'il a été un peu dans la pauvreté, mais en même temps, il l'avait bien vécu, il pouvait se débrouiller, c'est-à-dire il vendait des petites choses comme ça. Il a une famille qui est très ouverte, très libérée. Un jeune très ouvert sur son Algérien, temps, hein, rien de plus normal en 1969, où c'est le moment de Woodstock, où on monte sur la Lune. On rêve, on a des perspectives, on a plein de choses. On est libre surtout. Voilà, donc on profite de sa mai liberté. 68 qui vient de donner ses résultats. C'est toutes ces choses-là accumulées qui vont faire. Puis il y a aussi un phénomène de mode un peu hippie, on est sur Woodstock, ensuite on va aller sur Katmandou, c'est la route normale. Et lui, il va décider, c'est un jeune agent administratif qui a regretté de ne pas avoir fait d'études. Donc Karim Soumati, un personnage. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une belle carrière par la suite. Hein. On le dira après. Oui. Bien, donc effectivement, c'est un exemple de résilience, de résistance. Là, c'est Paulette, n'est-ce pas? Paulette, un grand moment dans la vie de Karim Soumati qu'il rencontre à la sortie un peu de l'Europe, parce que lui, il va faire la route Marco Polo. Donc à l'époque, comme je disais, donc Paulette est une Canadienne qu'il rencontre. Et avec Paulette, il va faire un grand bout de chemin. Donc là, on est sur des étapes. Là, on est par exemple à Babylone, pas très loin de Bagdad, enfin dans les limites de Bagdad, où vous remarquez que Paulette est quand même un joli brin de fille qui va l'accompagner, et c'est vice-versa. Elle va assurer quelques moyens de subsistance. Là, c'est sur Jalalabad en 1969 toujours. Et donc, lui va nous faire un récit, parce que chaque nuit, là, c'est, je crois que oui, ça c'est pas très loin de l'Inde, toujours en 1969, et donc avec un personnage qu'il a rencontré. Donc là, c'est dans une grotte de l'Himalaya. Il a passé 3 jours dans ces grottes dans des conditions complètement terribles. Là aussi, c'est un rickshaw, c'est-à-dire un taxi vélo. Il va faire aussi la connaissance de ce rickshaw du personnage. Ça, c'est un charmeur de serpent à Lucknow en Inde, toujours en 1969. Et voilà, donc il va faire toute... d'avoir emporté avec lui. Là, c'est en Himalaya où ces 2 enfants vont leur ramener. Ils seront espionnés par ces enfants pendant longtemps, et après il va faire leur connaissance, et ils vont donc lui ramener des choses à manger, des petites choses. Et ça a été l'intrigue pour beaucoup. Hein. Là, par exemple, pour l'anecdote, les 2 enfants qu'on vient de voir, là c'est bien sûr en Écosse, on ne pouvait pas rater ça. Parce qu'il va faire une carrière justement en Écosse.
D'accord. Avant de revenir un peu sur le récit. Et ce bonhomme va piloter. Là, par exemple, l'anecdote, c'est que ces deux enfants, là, on est en plein dans l'Himalaya. Il va passer quasiment 10 jours dans une grotte avec Paulette. Une autre grotte, pas celle qu'on a vue tout à l'heure, où il va se baigner dans cette... Il sera émerveillé. Il sera émerveillé, il va être baigné juste après, c'est-à-dire les enfants. Il va baigner dans une ambiance où il va voir l'Everest, des choses qu'il ne peut pas... Parce que le Tibet, il ne peut pas accéder au Tibet vu qu'elle est annexée par la Chine. C'est très courageux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux. Jakarta, il n'y avait pas, en Indonésie, il n'y avait pas les Internet pour pouvoir se préparer à un voyage aussi dur quand même. C'était la poste restante. Il a fait quelques économies. De temps à autre, il s'est laissé... il a reçu un peu d'argent de ses frères, et il avait un frère notamment à Paris, et qui lui envoyait de l'argent sur la poste restante. Il a changé, à l'époque on changeait les dinars contre les francs. Donc il a tout de suite fait son parcours sur l'Europe, et chaque soir il consignait ce qu'il faisait. Donc on a énormément de détails, ça devient un travail anthropologique et sociologique. En plus d'être un récit livresque très très savoureux. C'est un journal de bord. C'est un journal de bord. Et lui, il est agent administratif dans une banque agricole pas très loin de Bousmaïl, Castiglione à l'époque. Et il va quitter... mais on le sent quand même, il est proche de la nature, donc ce qui très fait que proche finalement, de la nature. De toute façon, même quand il a vécu, parce qu'eux, ils viennent des environs de Miliana, donc du Fars algérois, il va... Et au fur et à mesure, il va parsemer son récit de choses comme ça, dans laquelle il raconte son état d'Algérien de l'époque, où il a eu un problème de colon, au sens propre du mot, où il va nous préciser que sa haine de la colonisation est quand même féroce, qu'il est d'une famille quand même qui sont nationalistes, tout ça. Et après, on a tout ce qui se passe pendant les années 70, mais vraiment sur 5-6 phrases. Il a un génie de l'écriture, finalement, qui sert... d'analyse qui sert très bien. Et on se dit, à 23 ans, c'est quand même un personnage très mature, puisqu'il va tout simplement décider de faire le tour du monde. Et il va faire le tour du monde. Et l'un des autres défis, c'est que dans les années 70, il va être pilote. Alors qu'il n'avait pas fait d'études, pas d'instruction. Donc, à un certain moment, quand il arrive au Canada, des choses comme ça, il va, ou en Australie, je ne me souviens pas trop, il va piloter un Cessna, c'est-à-dire c'était un petit avion. Et il faut dire que même en Algérie, ça pouvait se faire à l'époque. Avec les aéroclubs, on pouvait commencer du Cessna et arriver au Boeing 737. Quel courage! Et donc, lui, il va faire ça, et il va avoir son diplôme en Écosse. Et ça va être un pilote de ligne jusqu'en 2006. À la compagnie algérienne. Dans la compagnie Air Algérie. Et donc, c'est un exemple, Karim Soumati, dans ce livre qui est sorti en novembre dernier, c'est encore tout frais, tout chaud. Sur 430 pages, on a vraiment un récit fabuleux, fantastique. Le tour du monde en 80 jours, ça c'est là en 430 pages. Et c'est vraiment une force de détail, c'est succulent. C'est mieux que Jules Verne. Oui, parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est du vécu. C'est du vécu. Vous avez le bruit, les odeurs. Il parle de gastronomie, de nourriture, c'est anthropologique, vous l'avez dit. De météo, de ses amours avec Paulette, de toutes ses aventures humaines, des rencontres qu'il a fait avec des Néo-Zélandais, des Allemands, des Suisses, un Algérien ou deux qu'il a rencontré en Europe qui faisait la même chose. Il va nous parler d'ex-Yougoslavie avec à chaque fois le contexte politique. Il était très cultivé finalement. Il a dû s'armer, avoir des livres pour pouvoir il a aussi fait se préparer à cette cela. route Marco Polo, il l'a étudié à fond. Et il l'a étudié parce qu'à un certain moment, il donne des éléments historiques qui étaient écrits à l'époque. Ce n'est pas a posteriori qu'il a écrit. Ça on peut le confirmer, puisque dans son récit, et donc on montre sa grande maturité, sa grande érudition de choses qu'il a partagées, parce qu'il a commencé à écrire ce livre 5 ans après son voyage. Donc ça devait être dans les années 75,
75, 77, Il a dû comme ça. réfléchir et digérer tout cela, hein, Voilà, profiter un voilà. petit peu. Il a eu assez de maturité justement pour laisser tomber un peu de cette pression qui était quand même au quotidien et donc il vous raconte. Et faire le tri dans toutes ces fiches, hein, parce que Voilà. c'était quand même important. Voilà. Noter tous les jours, durant 3 ans. Durant 3 donc, ans, et le après, récit donc d'un c'est 5 voyage. ans après son retour qu'il a quand même essayé le tour du monde, parce qu'il a Sa mère commencé par l'Europe. a eu du mal à le reconnaître à son retour 3 ans après. Oui, les cheveux longs, les moustaches un peu à l'afghane qui tombent, le look un peu hippie, puisque forcément. Et puis, c'est ces choses où en Malaisie, une douanière va caresser son drapeau sur son épaule et elle va. Ou son drapeau va être juste le drapeau sur son épaule ou sur le sac à dos, va être une sorte de passeport incroyable qui va lui permettre vraiment de passer des frontières quasiment sans problème, sans que son passeport ne soit vérifié, juste visé comme ça. C'est extraordinaire ce qu'il va. Alors c'est des années de stop, c'est des années de pérégrination à travers des montagnes jusqu'à quasiment l'Himalaya. Ensuite un retour vers le Canada. À différentes saisons, donc différentes il fait très saisons, froid, il faut être bien équipé. Voilà, et c'est pas Quand tout le il fait temps chaud évident, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens de subsistance. Ils ont vendu des vêtements, ils ont vendu des choses qu'ils avaient achetées, ils ont reçu de temps en temps de l'argent. Ça a été vraiment un immense... Ça a été quand même les voyages forgent, hein, on l'a toujours dit. Là, c'est une preuve absolue, c'est une preuve absolue. Et on apprend beaucoup en voyageant, donc lui, ça a été son expérience de vie, hein, voilà, capitale, une expérience de vie qui a été vraiment une expérience de résilience, de dépassement de soi. Aussi, hein. Il a veillé aussi à essayer d'atténuer son caractère un peu impétueux. C'est un Méditerranéen, on est au sud de la Méditerranée, et donc à chaque fois il essayait de défendre bec et ongle cette fille de qui il était amoureux, et il se disait je suis en Inde, je vais profiter pour faire du yoga, pour faire toutes ces choses-là. Il a eu bien sûr des expériences un peu psychédéliques, ce qui est normal à trop fréquenter les hippies sur son passage. Donc il raconte tout ça sans tabou, sans problème, et finalement, ça avec se termine une liberté. bien avec... Oui, ça je laisserai les lecteurs. Je vois pas pourquoi moi je suis j'ai fait le tour du monde avec lui. Voilà. Nos amis lecteurs, je pense. Le dernier voyage, le dernier pays qu'il a pu voir. Dans le livre, c'est un peu... disons, c'est l'Amérique du Nord. Allez. Mais je laisse le soin à nos amis lecteurs de tout découvrir. Mais c'est vraiment l'Amérique du Nord, parce qu'il a fait tout le tour de la question, en passant par le Japon, par toutes ces choses-là. Eh bien, bravo. En tout cas, un ouvrage à avoir absolument et à lire. Oui, c'est un 1000 dinars et c'est un livre à garder, je veux dire, à vie, quoi. Et un Algérien, Globetrotter. On en a vu plein défiler dans notre émission. C'est le tour du monde d'un jeune Algérien aux éditions Nassib. Les éditions Nassib sont des éditions très culturelles qui ont vraiment un allant alternatif. Ils ont toujours une vision alternative des choses. Je pense que ça doit être porté par effectivement Youssef Nassib et Nourdine Nassib, qui sont aussi très artistes dans leur... Eh bien, tant mieux en tout cas. Donc voilà, merci à lire, pour ce beau voyage, absolument. C'est un régal. Merci on vous a écouté avec Karim beaucoup d'attention. Merci à livre. Karim Soumati, Voilà, et puis bonne chance. Et ça donnera des idées peut-être à d'autres jeunes qui veulent aussi s'ouvrir sur le monde. Leur apprendre à réaliser leurs rêves et être indépendant surtout. Très indépendant. Savoir être indépendant, c'est pas facile. En tout cas, bonne chance à vous, bonne journée, et puis à la semaine prochaine, avec beaucoup de plaisir. On continue notre émission, une belle balade cette fois-ci dans ce beau joyau qu'est le musée des Beaux-Arts, le musée, du Bardo, pardon, musée du Bardo avec Samira Hadjamar. Je suis Bardo, je suis actrice de ma destinée à travers tous les temps. J'aimerais vous raconter un fragment de mon histoire. Mon nom, Bardo, est une variation espagnole disant de Prado. Je suis Bardo et je reste actrice de ma destinée à travers l'histoire. Dans les feuillets d'El Jazair, on raconte que j'aurais appartenu à un riche noble tunisien, le prince Omar, exilé sur les terres d'El Mahroussa. J'apparais en 1832 en légende d'un dessin du capitaine Longmar.
avec la mention Mustafa Ben Omar. Sous l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, je ressemblais à toutes les autres villas du contour algérois. Des jardins, un potager et autour de moi, des vergers. Nous étions séparés les unes des autres par des arbres fruitiers en clôture. De moi, de nous toutes, Fromentin, le célèbre peintre, écrivit « Je suis dans un endroit charmant, à mi-pente des collines et en vue de la mer, le lieu est désert, quoique entouré de lieux de plaisance et de vergers. Pour seul bruit, j'entends des norias dont le moulin tourne et le roulement presque continu des coricolos sur la route d'en bas. Je suis passée entre les mains du général Exelman, puis celle de Ali Bey, Lara de Biskra, qui lui m'a vendu à Pierre Jaurès. Un Français qui m'accommoda à ses besoins et ses passions. Il m'agrémenta alors de plantations, d'écuries et de remises. À cette époque, de mes fenêtres, les envolées de Camille Saint-Saëns pouvaient se faire entendre. J'oubliais de vous dire que je suis une résidence d'été, une villa des Fas, où j'accueillais des familles de la noblesse, des fonctionnaires du Beylek, des patrons corsaires et même des consuls. Lara de Biskra m'agrémenta dès 1875 de belles fresques et de carreaux de faïence importés de plusieurs pays. Mon dernier occupant me céda à l'État français, qui décida de me transformer en musée de préhistoire et d'ethnographie algérienne. C'était en 1930. Le 1er septembre 1985, je suis classée monument historique. Et le 12 novembre de la même année, je suis classée en musée national. En 2009, je suis embellie par une restauration. Il a fallu 3 ans, juste pour l'étude. On me trouve belle, majestueuse et pour certains magique. Je suis décorée de faïence, de schiste et de marbre. De retour sur le plateau, je voulais annoncer en sommaire, nous allons être hypnotisés ce matin. Et oui, notre invité est spécialiste de l'hypnose thérapeutique. Il a sillonné le monde entier et il s'est spécialisé. Aujourd'hui, c'est une passion qu'il veut aussi offrir à bon nombre de ses patients. Il s'agit donc de il s'agit de Walid Messili. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci et merci de m'avoir accueilli. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et d'être chez soi. Ça fait vraiment longtemps. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Oui. Vous ne m'avez pas hypnotisé la première fois. Oui. Aujourd'hui, on verra. Hein. On va faire un truc, oui. On va faire. Alors, donc, vous êtes là parce que vous voulez justement que cette thérapie, que cette hypnose soit utile au bon nombre de personnes, surtout soignées par l'hypnose. On arrive aujourd'hui à opérer avec l'hypnose, sans anesthésie. On arrive à faire arrêter, par exemple, un fumeur de fumer. On arrive à canaliser une personne qui mange énormément. C'est cela? Absolument. Donc, c'est ce que vous avez choisi de travailler beaucoup plus. Oui, absolument. Donc, l'hypnose, c'est de la thérapie, ok? Et c'est un concept qui est basé sur deux concepts, ok? Sur l'énergie, le magnétisme et aussi sur la suggestion, ok? Donc, ce que je fais, j'aide les gens, par exemple, à cesser de fumer, par exemple, et les aider à convaincre, par exemple, les phobies, de surpasser les phobies surtout, même, par exemple, le sport performance aussi, et beaucoup de choses. Par exemple, améliorer la mémoire, la concentration, et c'est surtout, j'ai envie de présenter ça d'une façon vraiment professionnelle, parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui font de l'hypnose, mais pour être un hypnotiseur, il faut vraiment avoir les capacités d'un professionnel. C'est ça. Aujourd'hui, c'est du show. On voit des spectacles. On hypnotise à travers, bien sûr, sur scène, des personnes. Ça fait rire, etc. Ça impressionne surtout. Mais vous avez choisi le côté thérapeutique. Ben, je fais aussi le côté du show, mais je voulais juste concentrer sur l'idée, par exemple,
exemple, avant de faire de l'hypnose, il y a certains trucs qu'il faut les respecter. Il faut par exemple voir le côté médical de la personne. Si la personne a par exemple des épilepsies ou par exemple elle a une dépression, ils ont pris par exemple des médicaments et tout, il faut vraiment considérer ces choses-là. Les gens qui ont par exemple la tension, des trucs pareils, il faut vraiment considérer ces choses-là parce que ça peut être quelque chose de dangereux. D'accord. Voilà. Donc, vous nous avez ramené des vidéos. On va voir une première vidéo puisque vous avez donc vous pratiquez cette hypnose depuis quelques années. Ça a été insufflé par votre grand-père quelque part. Vous allez nous raconter comment. Et là, aujourd'hui, dans le monde entier, vous êtes connu et vous faites donc des spectacles, mais pas que. Et donc, vous soignez à travers la thérapie. Regardez. Ça, c'est l'hypnose rapide. Oui, vous arrivez d'un geste. Oui, exactement. Donc, ça, c'est juste une démonstration pour montrer aux gens que l'hypnose est quelque chose de réel. C'est une science. C'est pas vraiment comme certains gens pensent que c'est de la sorcellerie ou bien c'est quelque chose de hors commun. Mais l'hypnose, c'est un état naturel. Okay? Alors, on disait que votre grand-père était donc soigneur. Il soignait oui, exactement. Mon grand-père, il était un soigneur, un magnétiseur. Il a aussi utilisé, par exemple, comment dire, en herbal medicine, l'ilaj bil ashab, par exemple. La phytothérapie. Exactement. Par exemple, le hijama, ces choses-là. Donc, j'étais toujours intéressé dans ce domaine et aussi aider les gens, surtout, et aussi le côté de la psychologie. Après, j'ai développé mes propres techniques de l'hypnose. Et comme on dit, alhamdoulilah, je suis très reconnu, par exemple, par les grands hypnotiseurs du monde. Et comment est-ce qu'on arrive à cette discipline, en fait, comme ça? Ça travaille beaucoup? Vous avez fait des formations pour ça? Bon, j'ai commencé tout seul au premier. J'ai fait aussi des formations et aussi à l'étranger. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai voyagé tout le monde pour trouver par exemple d'autres méthodes et comment aider les gens. Aujourd'hui, la médecine s'est dotée aussi de cette formation, forme ses propres médecins. En psychiatrie, par exemple, je sais qu'il y a donc cette spécialisation pour pouvoir soigner et accompagner des personnes en dépression, des personnes dépendantes aussi. Oui, absolument. Par exemple, dans les pays développés, ils peuvent utiliser l'hypnose comme une forme de l'anesthésie. J'ai déjà fait un truc pareil avant. On peut, par exemple, induire une anesthésie sans l'anesthésie elle-même, sans, par exemple, l'injection, la procédure de l'anesthésie. Et on peut même opérer une personne sous l'hypnose. Et cette personne, elle va guérir rapidement et sans avoir du mal aussi. Parce qu'après la chirurgie, il y a un peu de mal. Et puis voilà. Un réveil difficile, les maux de tête, etc. Oui. Donc c'est ça. Et aussi sur l'hypnose, c'est comme par exemple on dit, c'est comme la psychiatrie, la psychologie et tout. Mais avec l'hypnose, c'est plus efficace. Des fois, juste avec une seule session, on est capable d'aider quelqu'un, par exemple, de cesser de fumer, ou une personne qui avait des phobies de l'avion, ou bien des insectes, ou bien des animaux. Une de deux sessions et après c'est bon à vie. Et c'est à vie, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, donc c'est une science qui tend à se développer davantage, peut-être former des spécialistes ou avoir plus donc de jeunes qui pourraient aussi se spécialiser dans cela. Vous nous avez ramené aujourd'hui un truc, un jeu, on va dire. On va s'amuser un petit peu ce matin. Parfait. Donc vous avez par exemple un numéro, Voilà, vous m'avez donné un dé. Un dé dans lequel donc, il y a plusieurs chiffres sur chaque facette. Il y a un chiffre que je vais garder secret, bien sûr, dans ce verre. Parfait. Allez-y. Et maintenant, j'ai par exemple un livre ici et vous allez choisir, par exemple, la page qui correspond au numéro. Par exemple, si vous avez le 8, vous allez mettre un 0 à côté, par exemple. Ça va faire 80. Ça va faire 80. Donc, vous allez partir dans la page 80 et vous allez choisir le premier mot de la page. Je ne peux pas vous montrer le dé parce qu'il va tomber. Ça va être après. Donc voilà. Je ne peux pas vous montrer le dé. Donc je sais que le numéro... Pour ne pas regarder. Voilà, je ne vous donne pas le chiffre donc, que je connais. Voilà. N'importe quel mot.
Ok. Là, il faut par exemple suivre les étapes. Ok. D'accord. Par exemple, si vous avez le numéro du dé, par exemple, c'est 8, vous allez ajouter un 0. Si c'est 6, vous allez ajouter un 0. Et après, vous allez choisir la page correspondante au numéro. Si c'est 60, vous allez partir dans la page 60. D'accord. Si c'est par exemple le 2, ça va être 20. Donc Très la bien. page 20. Alors, c'est bon, j'ai mon numéro. Qu'est-ce Ok. que je fais? Je choisis un mot? Vous allez choisir le premier mot sur le paragraphe. Premier. Sur le paragraphe. Sur le paragraphe. D'accord. Ok. J'espère que ça va marcher, ok? Parce que ce que D'accord. je fais, c'est bon? Vous pouvez Oui. fermer, vous avez le mot sur... Oui. Ok? Vous allez fermer, ok? Donc ces trucs-là, c'est aussi ce que je fais aussi du mentalisme. Et c'est comme la psychologie magique, ok? Genre, c'est en utilisant des techniques de psychologie, de l'hypnose, pour comme créer un sixième sens. D'accord. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça va marcher, vous m'excusez. Parce que mais c'est quand même un dictionnaire. c'est hein, un donc, dictionnaire. Donc c'est vous pas un livre. Oui, donc vous avez le mot dans votre tête. Essayez de concentrer, essayez de transmettre le mot envers vous. J'espère que ça va marcher. Je suis pas sûr, mais et c'est la première fois que je fais un truc pareil comme ça sur En le- direct. Yeah. Pensez juste aux premières lettres. A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Est-ce que ça commence avec le Q? Oui. C'est Ok. extraordinaire. Attends. Essayez de penser, essayez de, par exemple, c'est comme si vous m'envoyez un message. D'accord. Ok, je vais être dans un état réceptif. Ok, de genre une page blanche et vous imaginez, vous l'écrivez. Inch'Allah, ya Rabbi, ça va marcher. J'essaie de vous transmettre tout ça, voilà, visuellement aussi. Je pense que je suis prêt. Est-ce que vous pouvez dire à haute voix le mot que vous pensez? Quelques. Oh, c'est extraordinaire. C'est bravo. Comment il fait, on ne sait pas. Hein. Waouh. Surtout, c'est un dictionnaire. Alors, je ne savais pas quoi choisir. Je ne savais pas si j'allais prendre quelques. C'est la première phrase. Vous m'avez dit le premier mot de la première phrase. Donc, quelques. Il y avait juste en dessous oui. Oui. Et il y avait C'est- d'autres mots. Donc, C'est du hasard. C'est ok? du hasard. Maintenant, vous avez le numéro dans votre tête. Oui. Je ne connais pas le numéro. On n'a pas fait ça avant ou là, on n'a pas préparé quelque chose avant. C'est ça? oui. Ok? J'ai envie que vous pensez au numéro et me regardez dans les yeux. Oui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire mon possible. Hein. Il si ça réagit. marche pas, si ça marche pas, Bah ne oui, riez pas, s'il je vous suis plaît. très expressive normalement. Hein. Donc peut-être que quand vous avez cité le chiffre, vous Ok. avez... J'ai réagi. Est-ce que vous pouvez me dire à haute voix le numéro que vous pensez? Oui. Le 10. Le 10, ok. J'ai C'est- mis le 1 Mhm. C'est déjà bien. et il y avait le 0, Ouais. mais voilà. Voilà. Bravo. Hein. Merci. C'est extraordinaire. Quelle maîtrise, quel exploit. En tout cas, vous êtes impressionnant à travers donc, ces démonstrations. Et ça, ce n'est que... Ça pourrait être un show. Hein. Mais sinon, pour soigner, ça donnerait d'autres résultats. Absolument. Alors, vous avez réussi à absolument. guérir donc, des personnes qui Oui. étaient dépendantes, par Oui. exemple, de cigarettes, dépendantes de sucre, Oui. dépendantes de phobiques aussi, des personnes phobiques. Mhm. Par exemple, il y avait une personne qui avait un problème de l'insomnie, elle ne pouvait pas dormir pendant des années. Et cette personne, elle prenait des médicaments pour s'endormir. Et en faisant juste 2 sessions de l'hypnose, cette personne, c'est bon, elle a arrêté les médicaments et c'est bon, elle peut dormir normalement. Wow. Il y avait une cliente, une fois, elle m'a demandé, par exemple, c'était une demande un peu bizarre, elle m'a demandé de l'hypnotiser pour ne pas manger trop dans la nuit. Elle voulait que je l'hypnotise pour manger 2200 plats. Et je lui ai fait de l'hypnose. Elle était un peu sceptique. Le soir même, elle m'a appelé, elle m'a dit, ben voilà Walid, j'allais faire la vaisselle et j'ai trouvé que j'ai demi-plat dans
Dans mon de assiette. nourriture dans mon assiette. Donc, Voilà, vous voilà. avez réussi à diminuer les portions Oui, pour elle. exactement. Et donc, je suppose que son régime a abouti. Ah, absolument. Bravo, c'est extraordinaire. Ah oui. Hein. Donc ça, c'est des exemples, ça fait sourire certains, ça impressionne d'autres. Notre caméra woman aussi est impressionnée. Elle vous avait demandé peut-être aussi de chaque personne qui regarde, par exemple, une émission comme ça en direct est impressionnée parce que elle va dire on va encore lui demander un peu plus. Vous êtes capable à chaque fois de répondre à toutes les interrogations de tous les spectateurs qui viennent vous voir? Oui, absolument, absolument. Et aussi dans l'hypnose, quand ça vient par exemple la suggestion. Quand j'ai dit tout à l'heure, l'hypnose c'est deux concepts, c'est l'énergie, c'est le magnétisme et aussi c'est la suggestion. Concernant la suggestion, il y a des gens qui sont plus susceptibles, il y a des gens qui sont moins susceptibles. Mais les gens qui sont moins susceptibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas entrer dans l'état hypnotique. C'est juste qu'il faut peut-être travailler avec eux un peu plus de sessions. Donc c'est ça. Et puis voilà, genre le cerveau de l'être humain et surtout le subconscient a des pouvoirs qu'on n'est pas en train de taper. On n'est pas en train de taper le pouvoir de notre cerveau. D'accord. Donc, j'ai cligné des yeux quand vous avez vu le chiffre. Ça, c'est un secret. Ça reste toujours un Sans secret. doute. Hein. Oui. Vous avez réagi à mon regard peut-être et vous avez tout de suite... Beaucoup de gens ils trouvent par exemple des théories comment expliquer ça, mais voilà. Et vous tombez sur des personnes qui ne laissent rien paraître? Des fois, ça arrive, mais à la fin, je réussis toujours. Donc, bravo en tout cas. Voilà. En ce moment, vous êtes à New York, c'est ça? Oui, j'habite à New York. Pour le moment, je suis ici, chez moi, dans votre famille, avec ma famille. Et puis, ça fait des vraiment projets plaisir. ici en Algérie? Des projets aussi pour faire, par exemple, des émissions. Inch'Allah, ça va être sur le subconscient. Je vais faire aussi des démonstrations sur la télépathie. Je vais expliquer la télépathie scientifiquement. Depuis que j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui était très curieux et j'aimais par exemple de faire des expériences. J'inventais des trucs, des robots et tout. Et là, j'ai envie cette passion a changé un peu vers la psychologie et surtout vers le cerveau. C'est pour cela que je suis reconnu comme mind hacker. Donc, c'est un peu le même concept comme par exemple l'informatique. Par exemple, le computer et le cerveau, c'est presque la même chose. La phobie, c'est comme un programme dans le cerveau. C'est comme un virus, pour expliquer les choses. Et on essaye de déprogrammer cette phobie. Exactement. Bravo en tout cas à vous. Alors voilà, c'était le dé que je ne pouvais pas vous montrer tout à l'heure, sinon j'allais faillir donc vous donner le chiffre. C'était ça le numéro que j'ai choisi. C'était le 1. Et puis j'ai rajouté un 0, ça a fait un petit peu cette belle expérience. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Bravo pour ce que vous faites. Je rappelle, Walid Messili, vous tapez Walid Messili, vous allez trouver que son expérience professionnelle à travers le monde et surtout ses réalisations, ses shows et ses spectacles. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, ça fait vraiment plaisir. C'est le mec qui revenez nous voir. Hein. Absolument. Encore une fois, on va bien profiter de votre savoir. Eh bien, on continue notre émission. Je vous l'ai annoncé, nous avons aussi appris hier une triste nouvelle, la disparition d'un grand monsieur de la culture algérienne, Mohamed Hilmi Lahi Rahmo. C'était donc un monsieur qui avait énormément fait dans le domaine du cinéma, du théâtre. Il a réussi aussi à marquer par son travail les sketchs. Donc on va en voir justement, un sketch humoristique. On se retrouve juste après. استرزق الزلامي تامل عيون اللي خيرتيه مجنون داعقو. سلام عليك يا أبا ركصان. هذا أنت سيرانو؟ نعم لك. من أين جئت؟ من برجرك؟ حفظ قعزوهن. يا عمي بالقاسم استنيت لك في الجنينة صدق تناسبني الصيفة وميزم بنتك شوية سمينة ولكن تعجبني حتى هي تحبني انت عندك شلاغم نولمك غير انا فني في حد ما يفوتني أشدك طمع الزين وانت يا رجل مسكين أشداني روح الله يسامحك ما يفارقنا
بلا ذنوب يا قلبي تستهل الكيايا ظالم نكويك نتمنى النحي ما كون بقى بلا بيك يعني في اللي بهدل. Voilà, deux personnalités aussi donc du spectacle et de la comédie algérienne. Amir est parmi nous. Bonjour Amir. Bonjour Amel. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, meilleure année aussi. On commence malheureusement avec de tristes nouvelles, avec la disparition de personnages illustres aussi, qui ont marqué la scène algérienne. Effectivement. Mohamed Hilmi, juste après son frère, son jeune frère, Saïd. Saïd qui nous a quittés en août. C'est ça. 2021. Et puis c'est une information qui a affecté tous les Algériens et principalement aussi la famille de la culture, de l'art, du théâtre, du cinéma et du théâtre radiophonique, la radio. C'est vrai qu'il avait commencé, oui. Voilà, c'était sa maison mère. Le président de la République, bien sûr, a affiché tout son sentiment de tristesse par rapport à la disparition d'une icône. Il a ainsi qualifié d'une icône qui a marqué la scène théâtrale, artistique et culturelle par une vie très riche. Parce qu'il commence dès l'âge de 17 ans seulement, Mohamed Hilmi, voire un peu moins, parce qu'il avait cet amour pour les spectacles, pour l'humour déjà. Son humour est particulier. Si vous allez par exemple voir toutes les réactions sur la toile, notamment sur Facebook, vous allez lire les réactions d'abord de celles et ceux qui l'ont accompagné, qui l'ont connu, des réalisateurs très connus, des comédiennes et des comédiens. Saïchi, Mohamed Ourdesh, Hazourli aussi, qui a écrit quelque chose de très très fort en disant que voilà, Mohamed Hilmi avait un humour particulier, c'était le pionnier de l'humour algérien. Après Rachid Santeni, parce que c'était dans le sketch humoristique, donc c'était des chansonnettes aussi qu'il a réussi à mettre en avant. Effectivement, d'abord, comme je vous l'ai dit, il va découvrir, il va être émerveillé d'abord par Hassan El-Hassani dans l'interprétation du rôle de Naïna. Bien sûr, il a complètement, bien sûr, marqué les Algériens de cette époque. Lui, il vient de... Bien sûr, d'Azefoun, il s'installe à Alger, il va comme tous les comédiens vouloir bien sûr approcher le Théâtre National d'Alger. À la tête du Théâtre National d'Alger, il y avait le grand Mehidine Bouchtarzi. C'était pas facile de se lancer, de se faire une place quand on a bien sûr un Mustafa Keteb, quand on a justement des noms comme Hassan El-Hassani, mais lui, avec sa pugnacité, sa résilience, son courage et puis son amour pour l'art, a décidé de s'y inscrire et il est arrivé avec... Vous savez, quand vous allez dans les archives pour travailler sur un reportage ou un sujet sur les Hilmi, moi j'aime bien les frères Hilmi, ça les colle et c'est bien aussi. Et chacun son caractère, surtout. Ouais, et chacun inspire l'autre, j'allais dire, parce que Hilmi Saïd a bien évidemment participé dans les œuvres de son frère, après Pétrole par exemple, où il avait justement été aux côtés de grands noms. Moi, la liste est longue. Après Pétrole, par exemple, vous avez Qassir Santani, Kamel Kerbouz, du théâtre de Constantine, Saïd Hilmi, bien sûr, il y était, Sid Ahmed Agoumi, Mustafa Al-Anqa, donc bien sûr, Mohamed Hilmi est très fier d'avoir participé à ses côtés, Hatsmaïl. Donc, quand on a une telle production, parce qu'il faut noter la richesse, la panoplie qu'il avait proposé Mohamed Hilmi, c'était un artiste qui ne s'arrêtait pas. Et l'une de ses qualités même, c'est que c'est quelqu'un qui a touché pratiquement plusieurs générations. Parce qu'il a vécu avant l'indépendance du pays, donc il a pu connaître cette génération, bien sûr, qui a dû bien évidemment travailler beaucoup pour mettre en avant la culture et l'identité algérienne. D'ailleurs, on va en parler, pourquoi l'identité précisément. Et puis après l'indépendance, il va faire partie de celles et ceux qui vont consolider le tissu de notre identité et puis ils vont tout simplement ramener de la production, que ce soit à la radio ou à la télé, avec des pièces radiophoniques. D'ailleurs, on regrette aujourd'hui la disparition du théâtre radiophonique.
quand on parle du théâtre radiophonique, c'est Wichut, ce sont plein de Lui, il avait fait comédiens. une très belle rencontre avec Reda Falaki. C'est ce qui l'a aussi incité à travailler aussi à la radio et de se donner à fond dans le spectacle. Alors, on voit son dernier livre, son parcours miraculeux. Il était venu le présenter dans Bonjour d'Algérie. Oui. Et regardez, ce qui est formidable, c'est qu'il a réussi à avoir de très belles photographies et donc des moments forts aussi de sa vie, de toute sa vie. Ça, c'est sa bibliothèque impressionnante. Regardez. Oui. Donc, c'était chez lui avec cette bibliothèque impressionnante qui dit que c'était un homme de culture, énormément tourné vers la littérature, il apprenait tous les jours. D'abord, oui, parce qu'il faut aussi donner des références, parce que le téléspectateur va devoir peut-être inscrire des titres de livres de Mohamed Hilmi, Carrefour du destin 1952-1962, où il va décrire un petit peu tout ce que vous retrouvez dans le parcours aussi miraculeux de Mohamed Hilmi. Il y a aussi le présent du passé, toujours chez les éditions Casbah. Ça, c'est pour un petit peu connaître de près ce que peut-être nous ne connaissons pas de lui, parce qu'un artiste, ce sont des moments parfois de gloire et beaucoup de moments de difficulté, de solitude, d'incompréhension, il faut le dire. Sa vie n'a pas été tout le temps rose, j'imagine, mais c'est quelqu'un qui a encore une fois été dans différentes productions, collaborations avec bien sûr la collaboration et la complicité de noms incroyables. Je ne peux pas les citer aujourd'hui parce qu'ils sont très nombreux et nombreux. L'identité ML, pour que je n'oublie pas, il y a deux aspects chez Mohamed Hilmi en fait. Il y a cet aspect d'abord courageux de travailler avec bien sûr nos différences ou notre richesse linguistique, parce qu'il faut dire que faire des chansonnettes en kabyle à l'époque, c'était quelque chose de difficile à proposer, notamment dans des radios, etc. Lui, il a fait son cheval de bataille, mais aussi la participation des femmes dans le sketch et l'encouragement des femmes dans la scène. Elles avaient une place très importante dans Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans les sociétés, nos sociétés, avec leurs codes, avec nos traditions, bien évidemment, la femme, et même tous les artistes, d'ailleurs il y avait une terminologie comme ça qui existait avant, on disait l'adjajbiya. L'adjajbiya c'est un terme réducteur, genre pour dire clown, quoique clown c'est quelque chose d'honorable et de bien dans l'art. Mais sauf qu'il fallait leur donner cette chance de monter sur scène, de s'exprimer, de chanter, de danser, parce qu'il le faisait avec Yasmina, avec Mariam Wafa, avec bien sûr avec Wardia Hametouche, incroyable, et puis il y avait aussi Biyouna. Je crois que... plusieurs figures féminines qui ont aussi partagé, parce qu'il proposait donc des scénarios et c'est lui qui faisait tout en fait. Il faisait tout. Vous avez retracé son parcours à travers un beau reportage. On va voir. Attendez, mais retracer son parcours justement, c'est très difficile de revenir sur le parcours de Mohamed Hilmi ou de Saïd ou des artistes de cette trempe-là. En fait, c'est un résumé, mais très compacté des dates charnières de sa vie. Mais après, Mohamed Hilmi mérite une série de documentaires sur sa vie qui Mounia Faïd, je pense qu'il lui a consacré donc un numéro. Séquence d'archives qui a été diffusée hier soir. Voilà, tout à fait. Et puis bien sûr, il venait à Canal Algérie, donc raconter un petit peu tout son parcours. Il était souvent chez nous, et avec bien sûr Mounia qui avait fait un travail sur son parcours et sa vie. Regardez le reportage de ML Besh. Mohamed Hilmi, né le 15 février 1931 à Azfoun, de son vrai nom Brahimi Mohamed Amzian, une icône de la radio, du théâtre et de la télévision. Il a marqué la vie culturelle et artistique en Algérie. Sa carrière démarre à 17 ans seulement, quand il assiste à un sketch de Hassan El-Hassani qui comptait le rôle de Naïna. Mohamed Hilmi s'installe à Alger et va fréquenter le TNA sous la houlette du grand Mahiddin Bachtarzi. On joue, c'est merveilleux d'avoir des gens comme ça, une complicité, une affinité d'esprit, de contact humain également. En 1947, Mohamed Hilmi va interpréter de petits rôles
comme dans la pièce théâtrale Ould el-Lil. En 1949, il va écrire sa première pièce radiophonique pour la chaîne kabyle qu'il va interpréter avec Cheikh Nourdin. En 1950, les planches du théâtre vont l'accueillir. Il va interpréter énormément de sketchs et de chansonnettes. Après l'indépendance de l'Algérie, Mohamed Hilmi va s'imposer comme un maître incontesté de l'humour et du comique. Je suis un homme de la radio et je le redis fièrement. Est-ce que c'est un rapport avec... S'il y a des gens qui, après avoir vu l'image, ils méprisent, enfin, ils délaissent la radio, je leur rappelle, quand un grand acteur a une émission à la radio, ils sont enorgueillis. Ensuite, Mohamed Hilmi va se lancer dans la réalisation des films et de moyens métrages. Shkoun Sbaq, El Roumouk, El Fahmin, Istihlak, Après Pétrole. C'est vrai que je garde de lui un très bon souvenir, aussi bien amical que professionnel. Au cours des films que j'ai réalisés, je l'avais à mes côtés. Donc l'Après Pétrole, effectivement, à Ashbetnash, où il avait le principal rôle avec Mustafa Anra. On a passé des moments... C'est-à-dire, on s'amusait. On s'amusait sérieusement. Des années durant, il va produire avec la complicité et la collaboration de grands noms de la scène culturelle algérienne. Sa persévérance, son courage, son authenticité, son amour pour l'art vont lui permettre de gagner le cœur de tous les Algériens qui vont jamais l'oublier. Voilà, Allah yarhamou. Et surtout une pensée aussi à toute sa famille, ses amis, ses proches qui aujourd'hui souffrent de cette disparition. Ouais, c'est terrible, bien sûr, de perdre quelqu'un qui était aussi imposant et actif et généreux aussi. Moi, personnellement, quand j'ai reçu la nouvelle, il y a eu quelque chose qui s'est produit. J'ai vu pratiquement toutes ces images avec lui. Je garde que de la bonne humeur, de la positivité. Il faisait ça comme une thérapie de groupe pour tout le monde. Il avait mis voilà, l'humour, le comique. Au devant. Ah ouais, au devant de tout. Comme je vous l'ai dit, j'aimais bien le voir chanter, moi, sur... C'est une énergie, voilà, on le voyait dans... il faisait ses sketchs, et c'est une énergie. Danser comme alors ça, que bouger. dans la vie, c'est un monsieur très sérieux, très sage, etc. Oui, ça... Alors voilà, c'est le génie de l'acteur, du comédien, qui arrive à complètement changer de personnage, d'apparence, quand il est sur scène. Ou pendant un tournage. En tout cas, j'espère que... Je sais pas, la télé a toujours bien évidemment montré, c'est les films de... Alors, ça c'est une photo... De Mohamed Hilmi. Ça c'est le grand-père de Mohamed Hilmi. C'est le père. Donc, c'est le père. De Mohamed Hilmi. Regardez, il ressemble aussi à Saïd Hilmi avec les moustaches. On comprend maintenant d'où est venue peut-être cette envie... d'être... Oui, peut-être le look et la ressemblance. Alors, dans cet ouvrage, justement, il retrace un petit peu tout son parcours et tout, que sa vie, ses amis, toutes les personnes qui l'ont accompagné durant son parcours professionnel. Et donc, encore une fois, un livre à avoir absolument pour rappeler, en tout cas, le génie donc, de cette personnalité de la culture algérienne. Effectivement, donc je connais le Roumouk, Mtfahmin ou bien l'Istihlak, Après Pétrole, un film très, j'allais dire, politique, mais aussi très avant-gardiste sur ce qu'est le devenir des nations. Sur la démocratie aussi, il avait fait aussi sur la démocratie, mais en même temps, surtout, comment les peuples et les citoyens peuvent participer à l'émancipation et au développement de leur pays en trouvant des solutions alternatives, de participer autrement. Bien sûr, de l'art, de la musique, de la production, des métiers artisanaux, tout ça. Vous savez, c'est un intellectuel, hein, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui... Et d'ailleurs, c'est l'une de ses principales qualités. Un artiste qui écrit son parcours. Et d'ailleurs, c'est important parce que aujourd'hui... C'est un devoir de mémoire aussi. Un devoir de mémoire, mais aussi c'est des supports très très importants et très essentiels pour d'abord les journalistes, pour celles et ceux qui travailleront éventuellement sur sa carrière. Il a laissé beaucoup de références, ses contacts, comment il a travaillé, comment il a pu faire certaines choses. En tout cas, moi j'ai adoré, je ne le savais pas, je le découvre à l'instant, cet ouvrage, mais surtout, est-ce que vous pouvez oui, bien sûr. juste
me passer le livre, il écrit quelque chose d'incroyable à la fin. Au dos du livre. Au dos du livre. Je vais vous le lire en direct. Je le découvre dans le métier d'artiste où le mot victoire est une expression souvent trompeuse. C'est en assumant sereinement ses échecs, j'y arrive, qu'on arrive à gérer positivement les expériences acquises pour éviter toute célébrité facticement populiste. Ah bah oui. À découvrir la voie d'un succès qui soit durablement populaire. C'est la subtilité, le jeu de mots entre facticement populiste et durablement populaire. Ça, il faut se lever tôt et il faut avoir une carrière de plus de 50, 60 ans de sketch, de chansonnettes, d'écriture, de mise en scène théâtrale. J'aime bien aussi sa première la phrase qu'il a pu donc dédiée à ses parents aussi, à sa famille. Donc encore une fois, dans Paix, il l'a dédié à son père. Vous voulez également. que je la lise? Oui, allez-y, peut-être. C'est aussi un rappel nécessaire. Hein, à toi, mon père, qui m'a dit un jour, en parlant de la jeunesse, il faut savoir vivre les prémices du printemps qui s'éveille, sans tomber dans l'ivresse des parfums de ces merveilles, car les saisons se succèdent comme un conte à rebours qui raccourcit la vie au fil des années jusqu'au dernier sommeil. Dors en paix et à bientôt. Voilà. Ah ouais, il vivait à Mohamed fond. Hilmi, C'est tout Mohamed Hilmi. Il a vécu à fond. Il a profité bien sûr de chaque jour donc de sa vie à travers le spectacle. C'est vrai que quand on vit et on rigole tous les jours, c'est vrai que c'est une vie très pleine. Ouais. Alors il l'a dédié C'est aussi. un beau message. Beau message, C'est un beau message que son père lui avait laissé. Oui. En tout cas, voilà, je pense qu'on va certainement revenir sur beaucoup d'aspects de la vie de Mohamed Hilmi, de Saïd et tous les artistes qui nous ont quittés à Canal Algérie, notamment dans nos émissions. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez parlé de Séquence d'archives hier qui a été diffusée, une rediffusion spéciale parce qu'elle a travaillé sur sa carrière, Mounia Fayed. Et puis je pense dans Ciné Thématique, on va lui consacrer 2 ou 3 numéros pour... Parce qu'il y a des films d'ailleurs. Il y a beaucoup de films et je sais pas, il y a une prémonition, peut-être que cette semaine, le vendredi, on avait déjà enregistré le numéro avec Hicham Sbah. Et on devait parler, comme par hasard, du réservoir du théâtre qui a permis au cinéma algérien de s'asseoir et d'être un cinéma de qualité, notamment dans la période où on produisait beaucoup de films de qualité, cette période entre 70, 80. Et on a parlé justement de la formation académique. Et Mohamed Hilmi fait partie de ces personnes qui font dans ça, qui recherchent, qui font dans l'universalité. Je ne sais pas si vous voyez ses œuvres, il y a toujours des références universelles sur des théâtres universels, parce qu'il savait que la force de l'art, c'est la qualité. La qualité, et puis surtout, c'est cette capacité à transgresser les limites et les frontières. Et surtout, donc le rendre accessible, hein, ce théâtre, cette comédie, la rendre accessible à une grande partie donc, du spectateur qui vient l'applaudir. En tout cas, merci beaucoup Amir pour ce bel hommage. On rappelle aussi une personne qui nous a quittés, un collègue à nous. Oui, Amin Abed, voilà, on garde de lui bien sûr cette image d'un monsieur très humble, très discret. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse inouïe, mais en face de cela, il y a du professionnalisme, il y a de l'assiduité. Voilà. Moi, j'ai eu on le voit à l'image. On présente toutes nos condoléances à sa famille. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant bientôt 9 années. La dernière émission, il l'a signé avant-hier avec nous. Avec, incroyable. Bien sûr, Hicham Sbah et Nabil Tribesh, Hassiba et tout le staff du Studio 7 qui nous accompagne ici. C'est triste toujours. C'est quelqu'un qui a quelque chose de particulier. C'est vrai. C'est que c'est un humaniste et on lui
on souhaite à sa famille surtout courage et voilà. Allah yarhamou. Il sera enterré aujourd'hui. Oui. Donc merci pour voilà, cet hommage, ce double hommage. Et puis encore une fois, on présente nos condoléances à leur famille. Voilà, merci beaucoup Amir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Bien entendu, on termine l'émission voilà, avec ces tristes nouvelles. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne journée sur Canal Algérie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis on se donnera rendez-vous demain à partir de 9h du matin avec nos الهدى بوزقة. Au revoir et bonne journée. نكذ الشاطر يا ليل زورا فهما غسنا يا ويل باب تحير يا ليل مي ولا قفزاغ يا ليل كاثن يسيل مثال يا ليل اقروي وهراو يا ويل بابا ميدي السوال يا ليل لكينا سيني غيو يا ويل مي يشقعد قضوغ يا ليل اني دغ كوكو يا ليل نكذ الشاطر يا ليل زورغ فهما غسنا يا ويل بابك حير يا ويل مي ولا قفزاغ يا ويل